t'assure. Ils peuvent te le dire. Donc, pourquoi vous avoir montré cette vidéo et pourquoi c'est important de parler des stéréotypes dans notre façon de soigner? Parce qu'il faut comprendre qu'on soigne des personnes, mais qu'on ne les soigne pas en dehors d'un contexte, et que ce contexte, il est historique, il est politique et il est social. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses qui vont avoir des influences sur notre façon de penser, notamment qu'on a un cadre de pensée qui est binaire, que toutes les sciences sociales qui constituent le socle de nos connaissances ont été constituées dans ce qu'on appelle une culture patriarcale, donc dans un mode de pensée où il y a une suprématie du masculin sur le féminin, et que tout ça, ça a des influences sur nos stéréotypes, sur la façon dont nous pensons les cases, parce que tout dans notre pensée est organisé par cases, homme, femme, masculin, féminin, bien, mal, et que donc on est dans un cadre de pensée qui est très binaire, et on va voir que ça, on peut le questionner. C'est une facilité de la pensée, mais on peut le questionner. Si on pense, par exemple, on ne parle même pas des personnes transgenres, si on pense aux personnes qui sont intersexes, c'est-à-dire avec des anomalies génétiques, d'après les derniers chiffres de l'ONU de 2016, on est à 1,7% de la population mondiale. Ça veut dire à peu près 3,5 millions de personnes au monde qui ne sont ni hommes ni femmes. Et on ne parle même pas de ceux qui ne se sentent pas bien dans leur sexe de naissance et qui souhaitent changer. Donc même du point de vue biologique, on peut questionner cette idée des cases. Donc, il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Paul Preciado, que j'aime beaucoup. Je vous ai apporté le livre pour que vous puissiez le feuilleter. Bon, c'était une femme à la base, elle a changé de sexe, et lui, est philosophe. Et il nous explique que la dualité sexuelle et son épistémologie binaire sont le cadre général de nos sociétés. Une épistémologie, pour faire simple, l'épistémologie est une partie de la philosophie qui nous parle de comment on pense. C'est-à-dire quels sont nos cadres de pensée, quels sont nos systèmes de référence et comment on pense quand on pense, avec quel cadre de référence. Donc nous sommes habitués à une forme de pensée binaire, parce que nos sciences sociales, bon, les sciences dures déjà pensent de façon binaire, et les sciences sociales nous proposent un mode de pensée binaire. Donc ça, c'est vrai dans la construction des théories que nous utilisons, de nos outils de travail et aussi dans la vie quotidienne, où tout est organisé par cases. Il faut savoir que cette épistémologie est une construction historique et sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité de la pensée, encore moins une donnée de la réalité. La réalité, elle est toujours diverse, elle est toujours multiple, on le voit avec cet exemple-là des intersexes, malgré que nous, on est des œillères conceptuelles binaires parce qu'on est obligé d'organiser un peu notre pensée et qu'on a trouvé ce système qui est à la fois efficace, mais aussi assez simpliste. Et donc on perd en nuances en pensant comme ça. Donc du point de vue de la psychologie du développement, là on rentre un peu plus dans la psychologie. Les idées se construisent à partir d'images mentales. Et ces images, elles peuvent réciproquement être produites par des mots. Quand je dis président ou quand je dis ingénieur, l'image mentale qu'on a, c'est l'image d'un homme, n'est-ce pas? Si je dis président, vous ne pensez pas à une présidente femme. Donc, quand on dit droit de l'homme, on pense aux hommes, sauf qu'un homme, plus d'un homme sur deux, c'est une femme dans notre monde. On a écrit le droit de l'enfant, droit des femmes, droit de redonner le droit aux autres dans la politique. Donc si on dit, en espagnol on dit droit humain, l'expression c'est droit humain, c'est pas droit de l'homme. Et là, vous voyez bien que si vous faites un exercice d'imagination, l'image mentale qui vous apparaît est déjà plus inclusive.
Donc vous voyez à quel point les mots sont importants dans cette histoire et à quel point est important le débat sur l'écriture inclusive. Tout le monde sait ce que c'est l'écriture inclusive? L'écriture inclusive, c'est une façon d'écrire. Le cours a été écrit le plus possible, parce que moi aussi je ne suis pas habituée, mais j'ai essayé de le faire en écriture inclusive, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous les mots au masculin, on les met au masculin et au féminin. Ça dépend, vous allez voir, les façons changent. Par exemple, là, la moitié des participantes, donc on met un point, on met T, point E, point S, donc participants et participantes. Donc on crée déjà des images mentales qui incluent les femmes. Donc vous comprendrez donc qu'il est difficile pour les petites filles et pour les femmes de se projeter dans un monde masculin avec un langage masculin qui crée une sorte de plafond de verre imaginaire. Et ça, on n'a pas besoin de donner des ordres ou de le dire, ça se crée tout seul à l'intérieur du psychisme. Et c'est un plafond de verre qui bride l'ambition des filles, surtout parce qu'en plus on leur explique que l'ambition fait partie des caractéristiques du masculin. Il y a l'ambition pour les hommes et la douceur pour les femmes. Donc les mots qu'on prononce et les mots qu'on écoute créent donc des images mentales qui produisent à leur tour des idées à propos de ce à quoi je peux aspirer, et ça veut dire dans quelle case il va falloir que je me range pour trouver une place dans cette société. Puisque dès le départ, le monde qu'on nous propose, pas le monde réel, mais le monde qu'on nous propose est un monde binaire. C'est un monde qui est fait de cases, filles, garçons, rose, bleu. Et le masculin l'emporte systématiquement sur le féminin en termes grammatiques. Oui. Ça enfonce le clou encore un peu plus. C'est en fait, oui, absolument. Et c'est une règle grammaticale en fait. Le masculin l'apporte sur le féminin. Tous les enfants l'apprennent à l'école. Et quand on écoute ça, ça crée des choses très compliquées dans la tête. Et il faut savoir que dans l'histoire de cette expression-là, au début, ce n'était pas parce que la justification, c'est parce que le masculin est plus neutre que le féminin. Ce qui est un truc totalement tiré par les cheveux. Mais au départ, c'était parce que le masculin est plus noble que le féminin. Mais à un moment donné, ça ne passait plus et on a changé noble par neutre. Mais ça reste tiré par les cheveux. Donc, les sciences sociales, on en a parlé tout à l'heure. Donc, nos sciences sociales ont été construites dans le cadre d'une société et d'une culture patriarcale. Le patriarcat, on en parle beaucoup, mais il faut savoir de quoi on parle. Moi, j'aime bien la définition de Carol Gilligan, qui est une philosophe. Et c'est un système de règles et de valeurs, de codes et de lois visant à spécifier la manière dont les hommes et les femmes doivent se comporter et être au monde. Il est intériorisé inconsciemment, même pour celles et ceux qui le refusent consciemment. Ça veut dire que c'est quelque chose qui opère en nous, c'est la façon dont on a été élevé. Il s'agit d'une hiérarchie selon laquelle, donc on vient à ta question, ce n'est pas que c'est comme ça dans la réalité, c'est que le système qu'on a créé pour comprendre le monde et la place de chacun fonctionne de cette façon-là, où le masculin l'emporte sur le féminin, l'hétérosexualité l'emporte sur l'homosexualité, et l'homme l'emporte sur la femme. Vous voyez bien que masculin n'est pas équivalent de homme et féminin n'est pas équivalent de femme. Ce sont des concepts qui se superposent comme dans un millefeuille conceptuel. Ça va jusque-là? C'est pas trop compliqué? Donc, à partir des années 70, le concept de patriarcat est utilisé par le féminisme pour désigner ce qu'il conçoit comme étant un système social d'oppression des femmes qui date au moins de la fin du néolithique. Ça, c'est Yvan Jablonka qui l'explique dans un podcast France Culture. Je vous l'ai mis dans la bibliographie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, le système patriarcal est profondément nuisible aux deux sexes. On n'est pas en train de parler d'une domination des hommes sur les femmes, des hommes qui auraient des privilèges et des pauvres femmes qui sont opprimées. C'est bien plus complexe que ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le système patriarcal? Il nie le besoin d'individualité et d'affirmation des femmes,
parce qu'il dit que ça correspond aux caractéristiques du masculin, et que les femmes qui vont s'identifier à ça, elles auront des petits soucis. Et le besoin de lien et de tendresse des hommes. Les hommes qui vont s'avérer un petit peu tendres, un petit peu en besoin de contact, de communication, de tendresse, ben, ça va être compliqué pour eux aussi. Et c'est encore plus compliqué pour ceux et celles qui n'ont même pas le privilège de rentrer dans une case et qui sont classés marginales et marginaux. Mais il persiste, le patriarcat, car il a une fonction psychique fondamentale. Il nous protège de ce que nous savons et ressentons comme intolérable ou dangereux. Donc c'est un système qui a été... Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé le patriarcat et qui a dit on va fonctionner comme ça. Ce sont des choses qui se passent dans l'échange et dans l'évolution sociale. Et donc c'est un système qui perdure parce qu'il est protecteur d'une certaine façon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un système où tout ce qui est expression de l'amour est compliqué. Et on fait tout, dans la façon dont on élève les enfants, on fait tout pour que ça aille très vite, que le bébé il soit autonome, etc. Donc on casse les conditions naturelles dans lesquelles l'amour pourrait s'épanouir, que ce soit pour les femmes, pour les hommes ou pour les bébés qui arrivent au monde. Donc quand on fait ça, on rentre dans un système où c'est comme s'il y avait un traumatisme pour tout le monde. Parce qu'on vit d'une façon où on vit en famille fermée, nucléaire, il n'y a plus de système social qui soutient tout autour, et les conditions de transmission de l'amour sont compliquées. Donc, on perd tous une façon qui n'est pas naturelle, mais on a cette capacité, ce potentiel de vivre quelque chose d'épanoui. On le perd parce qu'on vit dans une société qui casse ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Par la suite, il y a un psychiatre qui s'appelle John Bowlby qui a identifié des réponses à cette perte-là, qui sont des réponses pathologiques, qui sont des réponses de détachement émotionnel et de bienveillance compulsive. C'est-à-dire que le lien d'attachement à la personne qui s'occupe du bébé a été malmené, et il y a des personnes qui vont s'organiser sous un mode de détachement émotionnel, ça sera plus les hommes, et des personnes qui vont s'organiser sur un mode de bienveillance compulsive, qui vont vouloir être au service des autres, et ça sera plus les femmes, ou ça sera plus des caractéristiques féminines. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on sacrifie l'amour et une possibilité de relation vraie et spontanée pour trouver dans le patriarcat un refuge contre la perte. Donc on rentre dans un système de code qui va nous proposer des types de relations c'est comme si c'était des substituts de ce qu'on pourrait vraiment avoir comme relation vraie. Et dans ces substituts-là, il y a des tabous pour le mode masculin et il y a des tabous pour le mode féminin. C'est-à-dire que du côté masculin, la tendresse sera un tabou, on l'a déjà dit. Et le tabou du côté féminin est la parole libre. Et on voit ici qu'on ne peut pas séparer le social, le politique et le psychique, et qu'il faut qu'on comprenne dans quel cadre on soigne pour pouvoir bien soigner les personnes qu'on soigne, et que ce n'est pas du tout pareil quand on soigne un homme et qu'on voit les effets du patriarcat sur un homme, parce qu'il y en a aussi, je vais vous en parler, et les effets du patriarcat sur une femme. Donc, là, je change un petit peu de sujet pour venir à la question de comment la psychanalyse s'inscrit dans tout ça. La psychanalyse classique a beaucoup été au service, en fait, du système patriarcal. Et il y a des concepts qui sont complètement à revoir si nous voulons une psychanalyse un peu plus contemporaine qui soit utile. Par exemple, quand la psychanalyse parle du phallus et du fait que l'enfant est équivalent au phallus et que
qu'il y a une suprématie du masculin dans le psychisme, ça te parle pas du tout? Non? Non, mais t'inquiète pas. Non, je vais essayer d'expliquer. Donc, en fait, la théorie psychanalytique dit que la sexualité s'organise sous un mode phallique. Un mode phallique, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le phallus, est un symbole qui représente le pénis. Mais les hommes et les femmes n'ont pas le phallus, mais ne sont pas égaux face au phallus parce que le pénis s'en approche un petit peu plus. Donc les petites filles, elles auraient une envie du pénis. C'est-à-dire que, je peux t'aider? Oui. Le phallus, c'est un peu l'emblème du pouvoir. Voilà. C'est le sceptre des rois, c'est le portable pour les enfants. Les adultes ont un phallus parce qu'ils ont un portable. Il y a quelque chose d'un pouvoir, d'un plus d'existence à travers un objet. Il y a quelque chose qui est donné en plus à la personne qui possède cet objet. C'est ça qui fait phallus. Merci. J'avais pas besoin d'aide, mais c'est super. Est-ce que ça t'a aidé? Ça a apporté, oui, ça a apporté autre chose. Excuse-moi si je te... Non, il n'y a pas de souci. Et donc, si on pense que la théorie psychanalytique est organisée autour de ce concept du phallus, on voit qu'elle vient appuyer d'une certaine façon une suprématie du masculin. Et comme je vous disais qu'on ne crée pas les théories d'une façon totalement détachée du contexte social, politique et historique, cette question d'organiser la sexualité sur un mode phallique est ce qu'on appelle un marqueur d'époque. C'est-à-dire que Freud a observé des choses, il a pensé qu'elles étaient universelles, et en fait, ces choses-là, elles étaient historiques. Et cette société-là était organisée de cette façon-là. Donc il y a tout un tas de concepts psychanalytiques qu'il faut revoir, même par rapport à la question de comment on pense la famille. Parce que la famille, si on pense en psychanalyse, on pense qu'il y a une fonction maternelle, que la mère, elle assure les soins primaires, et qu'il y a une fonction paternelle, et que le père, il vient couper un peu la symbiose entre le bébé et la mère pour aider l'enfant à s'autonomiser. Cette façon de penser les choses est vraiment, ça a été utile, ça a été intéressant, mais c'est aussi dans un cadre patriarcal que ça a été pensé. Et on voit d'un côté qu'il y a des nouvelles familles qui s'organisent sous un autre mode, qu'il y a des enfants qui naissent dans des familles monoparentales ou qui sont adoptés ou créés dans des couples de femmes ou dans des couples d'hommes, et que ces enfants-là, ils vont pas plus mal que les autres. Donc ça nous oblige à repenser tout ce qu'on a conceptualisé comme des soins maternels. On les pense maintenant comme des soins primaires, les premiers soins donnés au bébé qui peuvent être assurés par un homme, une femme, plusieurs personnes, etc. Et ce qu'on pensait comme fonction paternelle, on la pense maintenant comme fonction tierce. C'est surtout Michel Thor qui développe cette façon de penser. Et on mettait toujours la maternité plus du côté de la nature et la paternité du côté de la transcendance et de la culture, comme si c'était le père qui ouvrait à la culture. Et cette façon de penser-là, on voit bien qu'il y a une hiérarchie quand même, que la culture, c'est quand même un petit peu mieux que la nature, hein, c'est plus élaboré, comme si tout ce qui était plus élaboré était du côté du masculin. Et il y a des courants plus actuels qui disent qu'il faut penser le désir de transcendance aussi dans la maternité et qu'il faut tout repenser, tout ça, et pas parler de fonction maternelle et paternelle, mais de soins primaires et de fonctions tierces. Voilà. Et les nouvelles configurations familiales nous obligent donc à penser un ou une adulte ou même plusieurs qui prodiguent donc des soins primaires indépendamment de leur sexe biologique, et un autre ou une autre ou autre au pluriel qui ouvre à la symbolisation, à la culture, à un ailleurs qui vient autonomiser l'enfant et le situer dans le monde comme un être à part entière.
Donc, le modèle de famille que nous avons et que la psychanalyse classique a légitimé n'est pas une structure universelle et atemporelle. Il a pris sa forme actuelle sous l'égide du patriarcat assez récemment dans l'histoire de l'humanité et est en train d'évoluer à toute vitesse, sans attendre que notre pensée puisse assimiler ce changement et qu'elle travaille l'anachronisme de nos concepts. Parce que je pense que la réalité est en train de changer très très vite et que nous, on commence à avoir des idées qui ne nous aident pas à penser ces réalités-là. C'est-à-dire qu'on a les concepts de la sociologie, de la psychanalyse classique, et il y a tout un tas de situations qu'on n'arrive pas à penser. Par exemple, quand il y a Marie qui nous demande de l'appeler Max, on est dérouté, on ne sait pas comment l'appeler. Bon, ça va faire plus partie de la deuxième partie du cours, ça ne sera pas aujourd'hui, mais tout, vous verrez que tout est lié. Donc, comme je vous disais, l'équation enfant-pénis pour les auteurs plus contemporains en psychanalyse est dépassée du point de vue théorique, hein, et que c'était un marqueur d'époque. Et c'est à cette époque-là qu'avoir un enfant était valorisé par un enfant homme, un garçon, était valorisé par les femmes car elles ne pouvaient pas se réaliser dans d'autres créations. Un garçon avait plus de valeur psychique ou affective qu'une fille puisqu'il avait plus de valeur sociale et non une valeur intrinsèque mais une valeur sociale. Avoir un garçon était plus valorisé que d'avoir une fille. Donc, c'est toujours le cas. Oui, Oui. un peu moins, mais... Dans le monde entier, c'est toujours le cas. Oui, tu as raison de dire ça. Dans nos sociétés occidentales, ça a été un peu relativisé, mais en Inde, en Chine, c'est toujours le cas. Et il y a énormément d'avortements, des millions d'avortements liés au sexe de naissance, évidemment. Ou même pas de naissance, il y a des échographies qui sont faites avant. Oui. Je peux glisser juste Oui. une chose par rapport à la nature. Je crois que justement, on a oublié de penser la nature des femmes dans ces questionnements, qui est simplement que le fait de porter l'enfant et d'accoucher crée une réelle fragilité, une mort probable, et donc une absence possible, qui n'est pas le cas chez l'homme on va dire, dans notre côté singe, quoi, je parle, tu vois, dans notre façon d'être au monde en tant qu'animal. Et que c'est bien dommage qu'on ne se pose pas cette question de notre état d'être profond et qu'on a trouvé des solutions scientifiques pour ne plus en mourir et pour que justement la situation permet d'évoluer, mais qu'il y a aussi des choses qui s'ancrent dans nos fragilités. Et que. Enfin, bref. Non ? Il n'y a pas de souci. Donc, il faut aussi, du coup, repenser notre position en tant que soignant, parce que la psychanalyse nous a appris qu'il faut être dans une position de neutralité, mais neutralité ne veut pas dire indifférence ou désengagement. Ça veut dire que nous avons une responsabilité citoyenne vis-à-vis de nos patients et de nos patientes et des violences ou des injustices que nous décelons dans leurs récits, même entre les lignes. Et il faut que nous soyons actifs dans l'écoute des inégalités et des violences et que nous pensions systématiquement à poser la question des violences dans les relations, intrafamiliales ou autres, dans les relations des jeunes filles avec les petits amis, etc. Et la question de l'abus sexuel. Seulement 16% des répondantes de l'enquête sur la santé des femmes menée cette année par OLF, Oser le féminisme, avaient déclaré avoir déjà été interrogées sur les violences subies au cours de leur vie, pendant des entretiens de santé, médicaux ou autres. Vu l'étendue de cette épidémie suite à la libération de la parole des victimes et à la vue des données actuelles, la position d'écoute passive qu'une certaine psychanalyse nous a appris n'est plus tenable. Ça ne l'a jamais été de mon point de vue, mais c'est à revoir. Plusieurs auteurs, à commencer par Simone de Beauvoir, qui a dit la fameuse phrase que tout le monde connaît, mais je ne sais pas si tout le monde comprend, quand on dit « on ne naît pas femme, on le devient », nous explique que les catégories femmes et féminin ne sont pas des catégories naturelles ou données, mais des constructions
conceptuelle, théorique et sociale. Ceci s'applique donc bien évidemment aussi aux catégories hommes et masculins. Moi, ça me fait penser à la biologie, ce que dit Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que dans tout le monde animal, une bonne partie du monde animal, il n'y a pas des hommes et des femmes, il y a des mâles et des femelles. Et donc, on est un peu sur ce mode-là aussi dans notre pensée. On catégorise les choses en fonction de ce qui se passe dans l'animalité. Mais le problème, c'est que pour les hommes, ça semble aller au-delà de ce truc-là. On n'est pas dans cette question de l'animalité, mais de l'humanité. Et là, ça devient une construction, effectivement, c'est-à-dire une interprétation. Le fait qu'on s'interprète homme ou femme, c'est quelque chose de construit. Tout à fait. C'est ce que veut dire peut-être Simone de Beauvoir. Absolument. Et même, vous allez voir, au niveau de la biologie, maintenant il y a des questionnements sur la binarité du sexe biologique. Justement, si on pense qu'il y a 3,5 millions de personnes intersexes, comment on a construit cette binarité-là? On a laissé en dehors de ça 3,5 millions de personnes. C'est vrai, c'est minime à l'échelle mondiale si on veut, mais on ne peut pas penser qu'il y a une binarité biologique homme-femme. On ne peut pas. Même à ce niveau-là, ce n'est pas qu'il y a le sexe et après il y a la construction sociale, comment on se sent, je me sens homme, je me sens femme, je me sens un homme féminin, une femme masculine. Même au niveau de la biologie, on peut le mettre en question actuellement. Il y a des courants actuels de la biologie qui mettent en question ça, justement. Donc, et ces nouveaux auteurs nous parlent aussi de la souffrance que tout ça implique. Parce que pourquoi c'est important tout ce qu'on a dit jusque-là? C'est parce que c'est un système générateur de souffrance pour tout le monde. Pourquoi on le critique? C'est pour ça. Parce que on peine tous à essayer de rentrer dans des catégories sans jamais y arriver, vraiment. C'est-à-dire que qui peut affirmer ici parmi nous qu'il se sent vraiment homme ou vraiment femme? On s'est tous posé la question, on a tous des insécurités. Et c'est comme si cet idéal existait réellement. C'est-à-dire que ce n'était pas un idéal, mais quelque chose qui existe, une vraie femme, un vrai homme, et que nous, ça nous est inaccessible, parce qu'on est défaillant. Donc ça instaure ça, le système. Et ça, c'est une énorme source de souffrance pour les femmes d'une certaine façon, et pour les hommes, ça prend une autre forme, mais c'est une forme de souffrance pour eux aussi. Pour reprendre l'histoire de l'animalité et l'humanité que je parlais un instant, j'ai l'impression que se dire homme ou se dire femme, un vrai homme ou une vraie femme, c'est nous ramener vers quelque chose de l'animalité aussi. Oui. Du bestial un petit peu. C'est paradoxal. Oui, et puis la réalité humaine, elle est beaucoup plus nuancée et on peut se sentir homme féminin, femme masculine. On peut, vous verrez quand je vais parler des nouvelles formes de la sexualité, il y a des personnes comme Paul Preciado qui se revendiquent en transition. Ce n'est pas juste une histoire de case qui a été loupée, parce que les premières façons de penser les personnes transgenres, ça a été, il y a une erreur, il y a une âme masculine ou une âme féminine qui est prisonnière dans un corps qui ne lui appartient pas, et on va rattraper ça, la médecine, elle va venir appuyer ça, et on va transformer cette personne qui est prisonnière d'un corps qui ne lui correspond pas, on va la transformer, elle va être en accord, et on va pouvoir la mettre dans une case. Ça, d'accord, c'est une première marche dans une ouverture de pensée. Et après, il y a des personnes transgenres qui disent « mais moi, les cases, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis gender fluid, qui est une nouvelle définition des formes de l'identité sexuelle. » Et ils se revendiquent en transition et ils peuvent avoir envie d'avoir des seins, mais un pénis, de se faire opérer ou pas, de se faire appeler homme en tant qu'ils sont nés femmes, mais ils ne sont pas fait opérer. Donc en fait, on n'est pas dans un problème où il y a des gens qui ne rentrent pas dans 2 cases et on va les faire rentrer. C'est tout le système de cases qui est en question dans cette nouvelle façon de penser. Donc, ce sera un système qui est plus proche de la biologie telle qu'elle existe, parce que absolument. Penser en termes de mâle et de femelle, c'est une pensée qui marche pour une catégorie de mammifères,
Mais à l'échelle de tout vivant organique, c'est absolument faux Oui, quand on regarde oui, les oui. insectes. Il y a une espèce de poisson chez qui, si la femelle elle meurt, l'homme se transforme en femelle. Donc, Puis il y a des espèces d'araignées où finalement ça fonctionne sur un style de sexuation qui ne marche pas du tout en Oui. polarité mâle-femelle. Enfin, oui, donc c'est la un biologie nous comportement. semble une donnée concrète de la réalité, mais on voit à quel point on l'a construite, la biologie aussi. C'est pas juste de l'observation de la nature, la biologie. C'est une construction conceptuelle qui est traversée par ce système de cases. Donc tout ce grand détour, c'est pour parler de la façon dont nous prenons en charge la santé de nos patientes et de nos patients, de la question de la spécificité de la santé des femmes, mais aussi de la spécificité de la santé des hommes, parce qu'il y a des spécificités, les pathologies, les formes d'expression de la souffrance ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a plusieurs exemples que j'avais mis là. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la brèche de genre, qui pénalise les hommes et qui se manifeste sous la forme de problèmes quotidiens spécifiques, comme l'adoption de risques au travail, parce qu'un vrai homme, il y va, il n'est pas là à mettre une protection pour aller travailler, au volant, des rapports sexuels non protégés, consommation abusive d'alcool, pas chercher de l'aide face aux troubles psychiques. Ça, c'est les modalités d'expression côté homme. Et les conduites machistes contribuent à des taux plus élevés de suicide, homicide, addiction, accidents de la route et apparition de maladies chroniques non transmissibles. 3 des causes principales de mort des hommes sont liées à l'exercice de la masculinité. Et ces conséquences montrent une immense différence dans les chiffres concernant les hommes et les femmes. Il s'agit des homicides, 7 hommes pour chaque femme, les traumatismes liés aux accidents de la route, 3 hommes pour chaque femme, et la cirrhose du foie due à l'alcool, 2 fois plus élevée chez les hommes. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une brèche de genre dans les questions de santé et de santé publique. Donc les questions que je me suis posées par rapport à la santé des femmes et de nos patients en général et comment elles sont traversées par les stéréotypes de genre, c'est quelle est notre parole face à l'abus sexuel? Comment on traite les questions d'abus sexuel? Est-ce qu'on prend en compte cette dimension d'épidémie, en fait, qui nous montre la libération de la parole, le mouvement MeToo aux États-Unis, ou Balance ton port